L'Exorciste de l'Hérétique est un film américain sorti le 17 juin 1977 réalisé par John Boorman, un homme compétent à ne pas confondre avec Michael Douglas, à qui l'on doit le très bon Point Blank, Duel dans le Pacifique ou Délivrance. Et le plus controversé Zardoz, petit film de science-fiction où l'on retrouve Sean Connery en slip rouge. Et je n'aurais jamais cru voir ça de ma vie un jour, surtout que Sean Connery vient de sortir de sa période James Bond. Zardoz sera un échec commercial et critique à sa sortie, mais trouvera son public lors de son exploitation vidéo. Ce film est le dernier du réalisateur avant que celui-ci ne s'attaque à l'Exorciste 2, film qui nous intéresse aujourd'hui. Vous l'aurez compris, il est la suite directe du premier Exorciste sorti 4 ans plus tôt, un chef-d'œuvre absolu du cinéma d'horreur réalisé par William Friedkin, qui remporta 2 Oscars pour le meilleur son et le meilleur scénario adapté sur 10 nominations. The winner is William Peter Blatty for The Exorcist. Et rapporta plus de 400 millions de dollars pour un budget de seulement 12 millions, soit un joli paquet d'argent qui poussa le studio Warner Bros à engendrer une suite. Je ne peux donc pas vous parler de l'Exorciste 2 sans vous dire 2 mots sur le premier, alors accrochez-vous bien ou bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas être spoilé, car je vais résumer grossièrement en moins de 35 secondes plus de 2 heures de film. L'Exorciste raconte l'histoire de l'actrice Chris McNeil et de sa petite fille Regan, dont la vie paisible va se transformer en un véritable cauchemar. Suite à des événements paranormaux dans leur maison, sacré problème de literie, la petite Regan devient incontinente. S'ensuit des examens médicaux qui ne donneront rien, puisqu'il s'avère que la petite est possédée par un démon un poil vulgaire du nom de Pazuzu. Pèse-moi! Sa mère fait donc appel à 2 prêtres, le père Mérine et le père Cara, qui pratiquent un exorcisme sur la fille afin de la libérer du démon. Le premier meurt pendant l'exorcisme, pas de chance, tandis que le second se suicide après avoir incorporé le démon en lui, pas de chance. Pazuzu n'existe plus, Regan est saine et sauf. Bref, une fin claire, nette et précise qui ne laisse aucune place à une suite. Mais c'était sans compter sur l'infatigable envie des studios de nous engendrer une suite pour capitaliser un peu plus sur le succès du premier. L'Exorciste de l'Hérétique commence par un long et étrange générique de quasiment 2 minutes qui a pour unique but de nous montrer que les acteurs du premier film sont bien présents au casting, car c'est une suite. Puis on suit le père Lamont joué par Richard Burton, tout de même, un tout nouveau prêtre flambant neuf qui demande le soutien du père Mérine décédé dans le premier film, car c'est une suite, avant que celui-ci ne pratique un exorcisme direct, à froid, sans échauffement, alors qu'il aura fallu attendre la fin du premier pour en voir un. Et car c'est une suite et on n'est pas là pour enfiler des perles. Mais le rituel tourne mal, sans doute à cause du mauvais jeu des acteurs, et la possédée meurt brûlée. Suite à cet incident, le père Lamont souhaite être relevé de ses responsabilités pastorales, mais le cardinal s'en fout et lui demande d'enquêter sur la mort du père Mérine en s'appuyant sur le fait que personne d'autre n'est mieux qualifié que lui. La police peut-être. Puis nous retrouvons le personnage principal du premier volet, à savoir Regan, qui a visiblement été suivi par un super dermato pendant 4 ans, et qui suit des séances de psy sans savoir pourquoi, puisqu'elle n'a sûrement pas vu le premier film. Elle est attendue à la sortie par notre père Lamont qui souhaite l'interroger, mais sa psy s'y oppose, et comme il y a oublié son texte, il nous sort sa plus belle tirade sur un sujet qui n'a rien à voir. Le mal est une réalité spirituelle, qui existe, qui est en vie, pervertie et pervertissante, qui tisse sa trame insidieusement dans le tissu de la vie. J'ai rien compris, mais c'est peut-être lui qui devrait consulter. Manifestement impressionné par son talent de poète, la psy décide d'hypnotiser Regan avec une machine dont le fonctionnement m'échappe encore, qui fait stromboscope et qui a le pouvoir de faire loucher. Tout ça pour lui rappeler des traumatismes que son esprit avait délibérément décidé de refouler. Un procédé que je trouve un poil malsain et bien compliqué alors que le DVD du premier aurait suffi. Mais évidemment rien ne se passe comme prévu. La psy est prise de convulsion et le père Lamont se branche à la machine pour la sauver, puisque visiblement, il a lu le mode d'emploi avant de venir. Bref, il louche à son tour, mais pas trop, et aperçoit la mort du père Mérine à travers une vision qui, apparemment, a fait une crise cardiaque à cause du démon Pazuzu qui possédait Regan. Une fois l'hypnose terminée, il s'empresse de raconter cette vision à la psy qui apparemment va beaucoup mieux puisqu'elle se sent. Oh, très bien. Il est persuadé que ce qu'il a vu est la vérité, mais la psy se fout de sa gueule et lui dit que cette vision n'est qu'une hallucination. Alors une chose, non 2, déjà, on dit merci quand quelqu'un vous sauve la vie, ça s'appelle la politesse, et de 2, à quoi servent ces séances d'hypnose si les visions qui lui sont montrées n'ont aucune valeur? Surtout que la scène dure 10 minutes, 10 longues minutes avec des fondus mal cadrés et des images dégueulasses sur un cœur qui, in fine, sont balayés par un gros doigt d'honneur. Bref, Regan se prend alors pour Van Gogh et décide de faire un dessin qui, pour l'anecdote, est réalisé par la fille du réalisateur. Comme quoi les relations ça aide, surtout quand on n'a pas de talent. Le père Lamont est effrayé par la laideur de ce dessin, comprend que les flammes rouges représentent le feu, et en déduit qu'il y a un incendie dans l'immeuble. Sans doute parce que... Et il a raison le bonhomme, puisqu'une boîte se met à flamber. Il décide alors de prévenir les pompiers, logique, avant de combattre le feu à coups de béquilles en bois, puisque c'est bien connu, le bois, ça ne crame pas. Logique. Heureusement la psy a un cerveau et utilise l'extincteur qui se trouvait juste à côté pour éteindre l'incendie. Après cette péripétie et près d'une demi-heure de visionnage, le père Lamont nous spoile la seule révélation du film. Qu'il y a un vieux démon enfermé en elle. Et nous prouve que soit il est définitivement médium, soit il a déjà vu le film. Et comme spoiler ce n'est pas très sympa, le démon Pazuzu décide de revenir hanter Regan alors qu'elle rêve de voyage en Afrique et de sauterelles mal incrustées sur un soleil couchant.
elle est soudainement prise d'une crise de somnambulisme et décide de prendre l'air sur sa terrasse au 666 de la 5ème avenue. Je vous jure que c'est la vraie adresse. Sauf qu'un appartement en rooftop à New York, ça coûte une blinde et qu'elle n'a plus d'argent pour faire installer des barrières. Puis ça cut, et on enchaîne sur sa tutrice Sharon qui la cherche désespérément. Je vous laisse vous aussi 3 secondes pour la trouver. Regan! Tiens, bonjour Sharon. Inquiète suite à cette partie de cache-cache, Sharon fait un long voyage pour rejoindre le père Lamont dans la maison du premier film. En dépression, elle lui avoue qu'elle a besoin elle aussi d'une oreille attentive pour se confier. À ce à quoi il répond: Je ne suis pas ici pour vous. le tact. Bon bah tant pis, je m'en vais. Il entre dans la chambre où le père Mérine est mort et là il découvre rien. À part ça. Sans doute parce que... Bref, après cette scène inutile, les scénaristes se rendent compte que le film tourne en rond et décident d'hypnotiser à nouveau Regan pour nous expliquer d'où vient Pazuzu, le démon qui l'habite. D'Afrique. Ne me demandez pas plus, je sais pas. Après cette longue vision, Regan sort de l'hypnose et se souvient d'une chose. C'était en Afrique? Ce qui prouve que le personnage principal n'a rien compris non plus. Mais le père Lamont est plus intelligent que tout le monde, sauf pour éteindre l'incendie, et déduit de ses visions qu'un homme a vaincu Pazuzu en Afrique et qu'il faut le retrouver. Le problème c'est que l'Afrique, c'est grand et qu'il n'a comme indice que les images de la vision. Sauf qu'en 1977, Google n'existe pas. Alors quoi de plus normal que de se rendre au musée d'histoire naturelle dans la partie africaine pour commencer les recherches. Par chance, ils tombent sur une photo du lieu qu'ils ont vu pendant la vision. Une photo prise en Éthiopie. Oh, et au passage, Regan lui avoue que... Je me souviens de tout. À ce à quoi le père Lamont répond. Je pourrais vous rassurer, mais je ne le peux pas. Le tact. Elle en profite aussi pour l'informer que l'homme qui a survécu à Pazuzu s'appelle Kokumo. Comment le sait-elle? Sans doute parce que... Malgré son enquête sur la mort du père Mérine, l'église n'est pas très contente et démet le père Lamont de ses fonctions. Mais rien à faire, puisque notre père Lamont laisse tomber sa tunique pour un style Indiana Jones et nous prouve que ce n'est pas parce que l'on est un homme d'église que l'on ne peut pas être un champion d'escalade. Il gravit les falaises éthiopiennes sur les traces du père Mérine à la recherche de Kokumo et arrive dans une boîte de nuit apparemment réservée aux hommes. Mais comme personne ne peut l'aider, il doit redescendre. Bon ben, merci d'être passé. Puis Regan est prise d'une crise d'hystérie qui la fait chuter de la scène. Une crise qui nous permet de comprendre que son esprit est lié à celui du père Lamont, puisqu'au même moment, celui-ci se fait lapider par les habitants locaux. Mais pas d'inquiétude, tout va bien pour lui, puisqu'on le retrouve au bord de la plage entouré de bonnes sœurs. Il fait la connaissance d'un pilote d'avion venu livrer une croix qui apparemment plaît beaucoup aux religieuses. Oh, c'est bien! C'est splendide! J'ai jamais rien vu de si beau! Les goûts et les couleurs. Et ça tombe bien pour le scénario, car l'aviateur connaît l'Éthiopie comme sa poche et peut emmener notre père Lamont devenu... Archéologue. Pour les besoins du film, vers Kokumo. Par chance, le pilote a posé son après-midi et les deux hommes décollent en direction de Jepsi, la ville où se trouverait Kokumo. Une fois sur place, Indiana Lamont demande aux habitants s'ils connaissent un certain Kokumo, et ceux-ci se foutent littéralement de sa gueule en répétant ses paroles. Kokumo? Non, je connais pas un certain Kokumo dans ce village. Kokumo? Non. Non. Kokumo? Ou en l'amenant dans les ruelles peu fréquentables, ce qui les fait beaucoup rire. Guidé par un super GPS, il finit enfin par tomber sur Kokumo? pour qui la vie ne doit pas être des plus palpitantes, puisque son job est de patienter sur une chaise, vêtu d'un déguisement de sauterelle ultra réaliste pour moins de 9 € de l'heure. Afin de lui prouver sa foi, l'archéologue Lamont doit franchir un sol jonché de pics, ce qui a pour effet de lui faire cracher une pomme avec un talent hors du commun, et de téléporter notre archéologue dans un laboratoire devant un Kokumo qui étudie les sauterelles. Sans doute parce que... Puis Lamont rentre à New York avec aussi peu d'informations qu'à son départ, et retrouve Regan au musée alors que celle-ci avait disparu, à nouveau guidée par son remarquable instinct ou par la paresse des scénaristes. Il lui avoue que son voyage lui a permis de comprendre Que le bien et le mal se confrontaient en vous. soit un aller-retour jusqu'au bout du monde pour apprendre quelque chose qu'il savait déjà. Cela fait donc une demi-heure que l'on suit une quête qui n'aura servi à rien si ce n'est nous prouver que le scénario ne sait plus comment poursuivre son histoire. Et donc, dans ces moments-là, on fait appel à une nouvelle séance d'hypnose pour la 3e fois du film. Heureusement pour nos yeux, celle-ci ne dure que 2 petites minutes, jusqu'à ce que le père Lamont ait une révélation et décide de retourner à Washington, dans la maison du premier film. Regan prend le train avec, puisque... J'ai pas le choix. Alors que si, tu peux très bien rentrer chez toi et jouer à cache-cache avec ta tutrice. Bref, après un long voyage, Lamont et Regan pénètrent dans la maison. Le père Lamont monte à l'étage et rentre dans la chambre avant de se faire attaquer par des milliers de sauterelles qui provoquent un incident à distance avant de disparaître à l'arrivée de Regan. Sans doute parce que...
Regan pénètre à son tour dans la chambre et découvre son double maléfique. Le père Lamont, sous l'influence du démon, veut tuer Regan, mais heureusement pour elle, elle a fait espagnol LV2. Ce qui ramène le père Lamont à la raison, mais provoque la colère de Pazuzu après quasiment 2 heures de film. Des milliers de sauterelles rentrent dans la maison sans même avoir sonné, les fenêtres explosent, les murs se détruisent, le sol se dérobe, le toit s'effondre, il y a des éclairs partout à l'écran, bref, c'est du grand n'importe quoi en faire jalouser Michael Bay. Mais pas d'inquiétude, puisque le père Lamont arrache le cœur du démon et que Regan calme les sauterelles en agitant le bras comme si elle écoutait de la musique. Et en tournant sur elle-même. Puis les insectes disparaissent dans une jolie transition fondue, sans doute parce que... Et puis merde, j'en sais rien et je m'en fous, j'abandonne. Le démon est vaincu, le père Lamont et Regan partent ensemble dans les décombres car c'est la classe, même si je ne vois pas trop où ils vont, et c'est la fin de l'Exorciste 2, l'hérétique. Et je n'ai rien compris à cette dernière scène. Je crois même que je n'ai rien compris au film. Sauf que je ne sais pas si je n'ai rien compris parce que le scénario est sans queue ni tête, ou parce que j'étais complètement désorienté par la direction prise par celui-ci. Mais je ne suis pas le seul à éprouver ce sentiment face à l'Exorciste 2, puisqu'à sa sortie, le film a été un échec aussi bien au niveau critique que commercial, une douche froide pour le studio Warner qui a produit le film pour 14 millions de dollars, soit son plus gros budget de l'année 1977. Une réputation de mauvaise suite qui ne semble pas faiblir avec le temps, puisqu'aujourd'hui, il est considéré comme le deuxième pire film de tous les temps par les Godel Turkey Awards et possède un score de seulement 13% par les utilisateurs de Rotten Tomatoes. Mais alors, comment peut-on passer d'un chef-d'œuvre du cinéma horrifique qui a posé les bases du genre à une suite conspuée ? Selon moi, les 2 points évoqués précédemment, soit un mauvais scénario et une œuvre trop éloignée du matériau de base, expliquent l'échec du film. Mais avant de vous les développer, je vais énumérer les quelques petits défauts qui déjà gâchent le visionnage. Tout d'abord, les décors du film soufflent chaud le froid. Nous passons de sublimes villages africains au kitsch des années 70, ou alors nous retrouvons des lieux bien connus comme la maison du premier film et ses escaliers emblématiques. Pour la petite anecdote pour vous péter en soirée, sachez que la maison du premier film a dû être reconstruite intégralement en studio suite au refus des propriétaires d'y tourner à nouveau. Un mal pour un bien, puisque cela a permis de réaliser la dernière scène du film, soit la seule qui a attiré mon attention. Une scène qui fit décoller le budget puisqu'elle nécessita des milliers de sauterelles importées de Californie, des insectes très fragiles qu'il a fallu garder en vie. De plus, je trouve la performance des acteurs vraiment moyenne. Mis à part Linda Blair qui est à l'aise avec son personnage et qui s'est investie en suivant des séances d'hypnose en amont du tournage mais qui, paradoxalement, refusa d'être maquillée comme dans le premier film, je trouve les acteurs complètement aux fraises. Un sacrilège lorsque l'on regarde un peu plus le casting 5 étoiles de cette suite, et notamment les rôles du père Lamont et de la psychologue. Le premier est joué par Richard Burton, un acteur mythique et ultra populaire dans les années 60, notamment grâce à son rôle dans le film Cléopâtre, super production de 44 millions de dollars sorti en 1963, où il partage l'affiche avec la magnifique Elizabeth Taylor qui deviendra sa femme et son ex-femme à 2 reprises. Après la gloire et 7 nominations aux Oscars qu'il ne remportera jamais, Richard enchaîne les échecs dans les années 70 où il tombe dans l'alcool. Une addiction qui lui vaudra une hospitalisation à la fin du tournage de L'Homme du Clan de 1974, durant lequel il buvait jusqu'à 3 bouteilles de vodka par jour. C'est durant cette période très mouvementée qu'il endosse le rôle du père Lamont dans l'Exorciste 2 suite au chantage de ses producteurs. Un rôle accepté donc à contre-cœur, et ça se ressent dans son jeu. Ou plutôt devrais-je dire son non-jeu. Je vous jure, j'ai eu l'impression de voir une coquille vide pendant 2 heures de film, à tel point que lors de la dernière scène, je n'ai pas su faire la distinction entre la passivité de l'acteur ou la possession du démon qui le pousse à l'immobilisme. Un constat d'autant plus étonnant que Richard Burton, tout comme son personnage, était à ce moment-là de sa carrière en quête de rédemption et de rachat auprès de ses producteurs. Le second personnage est joué par Louise Fletcher, une actrice formidable fraîchement récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice pour le cultissime Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Jack Nicholson, qui d'ailleurs fut contacté pour jouer le rôle du père Lamont mais dont le cachet était beaucoup trop élevé, et qui étonnamment semble surjoué, ce qui est complètement paradoxal et en vrai décalage avec la prestation de Richard Burton. Notons au passage la présence de Paul Englert dans le rôle du cardinal et dont ce sera le dernier film, une bien triste façon de conclure plus de 40 ans de carrière. Maintenant que nous avons énuméré ces quelques points, revenons aux 2 principaux défauts du film, soit son scénario et son éloignement par rapport à l'œuvre de base. Le scénario du premier Exorciste est le fruit de la collaboration entre William Friedkin, réalisateur du film, et William Peter Blatty, qui adapte donc son propre roman. Après ce succès inattendu, il était logique que le studio fasse appel à eux pour écrire le scénario du deuxième opus, mais tous 2 refusèrent, opposés à une quelconque idée de suite. Le choix se porte alors sur le dramaturge William Goodhart, puisque visiblement les producteurs adorent ce prénom, dont la carrière de scénariste débutera avec l'Exorciste 2 et se terminera avec l'Exorciste 2. Celui-ci s'inspirera du paléontologue et géologue jésuite Pierre Taylor de Chardin pour écrire le personnage du père Lamont, tout comme l'avait fait William Peter Blatty pour celui du père Mérine. Car c'est bien connu, plagier sa propre saga, ça ne compte pas, n'est-ce pas Star Wars 7 ? Sauf que John Boorman, qui vient d'arriver sur le projet suite au refus de Stanley Kubrick, n'est pas très satisfait du rendu de William Goodhart. Il lui demande alors de revoir son travail, mais celui-ci refuse et claque la porte. Sans scénariste, John Boorman fait appel alors à son ami Rospo Pallenberg avec qui il avait déjà travaillé sur Délivrance pour adapter le scénario. Un scénario qui sera réécrit à de nombreuses reprises, notamment suite au refus d'Ellen Burstyn de reprendre le rôle de Chris MacNeil,
car le personnage de la psychologue était initialement écrit pour un homme avant d'être interprété par Louise Fletcher qui exigera des modifications. La loose, mais tu récupères une super actrice. Et suite à la disparition de Lee Jacob en 1976 qui devait jouer le rôle du lieutenant Kinderman. Le tournage débute donc avec un scénario non finalisé que John Boorman et Roscoe Pallenberg réécriront au jour le jour sans savoir comment terminer leur intrigue. C'est d'ailleurs pour cela que 2 fins seront tournées. Sans même parler de son contenu, la conception calamiteuse du scénario se ressent instantanément dans le rythme lent et le montage aléatoire du film. Les scènes se suivent sans la moindre logique et ce dès la scène d'intro. Après un exorcisme en compagnie du père Lamont qui tourne mal, cut sur l'héroïne qui fait des claquettes et se fait dragouser par un saxophoniste que l'on ne reverra plus du tout, et recut sur le père Lamont qui rend visite au cardinal. J'ai la dérangeante sensation que cette scène avec Regan est là juste pour nous dire « Oui, la scène d'intro est pas top, mais vous avez vu, il y a la gamine du premier film !» De plus, certaines scènes sont beaucoup trop longues, mention spéciale à cette chute de plus de 20 secondes, voire carrément inutile lorsque la psychologue s'arrête sur le bas-côté de la route pour ausculter un homme victime d'un accident alors qu'elle est en retard pour prendre un avion que visiblement elle a quand même réussi à prendre. A contrario, d'autres scènes semblent manquer pour la compréhension de l'histoire. Enfin, certains dialogues sont vraiment incompréhensibles. Je peux tout faire. Jean. Vous avez téléphoné à Jean? Camoulox! Bref, c'est comme ça durant les 2 heures de film. J'ai vraiment la sensation que les scènes étaient rédigées le matin même. Tiens, aujourd'hui, tu vas me faire des claquettes. Par conséquent, la narration est totalement décousue et rend l'intrigue incompréhensible, à tel point que j'ai eu beaucoup de mal à écrire la première partie de cette chronique. Mais malgré tout ce que je viens de vous dire, je pense que la plus grande faiblesse du film n'est pas dans sa manière de nous raconter l'histoire, mais dans l'histoire en elle-même. Car si je résume, L'Exorciste 2 nous raconte l'histoire du père Lamont qui enquête sur la mort du père Mérine, une enquête rapidement abandonnée pour un parallèle très mal amené entre la science et la religion que l'on finira finalement que par survoler, puisque déjà, le père Lamont part à l'autre bout du monde pour une quête qui ne donnera rien. Au final, le réalisateur se rappelle que dans L'Exorciste 2, il y a le mot exorciste, et qu'il lui reste 10 minutes de film et du budget pour inclure une scène avec un démon qui détruit tout, soit un enchaînement de scènes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et dont la seule façon de les imbriquer pour les scénaristes est d'utiliser un Deus Ex Machina. Mais qu'est-ce que c'est qu'un Deus Ex Machina? Bah attends, j'allais te le dire. Un Deus Ex Machina est un procédé emprunté au domaine du théâtre qui consistait à faire entrer un personnage représentant une divinité afin de dénouer une situation désespérée. Ce procédé s'est répandu dans le cinéma et est défini avec simplicité par le cinéaste français Yves Lavandier dans son excellent livre La dramaturgie, l'art du récit, comme l'événement inattendu et improbable qui vient régler les problèmes du protagoniste. Au-delà de sa mauvaise réputation, je pense que le Deus Ex Machina peut être un excellent procédé s'il est inséré subtilement au récit. Mais dans l'Exorciste 2, pas le temps pour la subtilité. Tu as besoin d'aller dans un village mais c'est loin et tu ne sais pas où c'est? Pas de problème, un aviateur qui connaît la région comme sa poche et qui n'a rien à faire de sa journée est juste à côté de toi. Et ça ce n'est qu'un exemple, le film est truffé de ce genre de scène. Mais le plus grand Deus Ex Machina est l'utilisation de l'hypnose. Alors que j'ai trouvé la première scène plutôt sympathique malgré ses défauts, l'hypnose est utilisée à chaque fois que les scénaristes font face à une impasse et ne savent plus comment faire avancer l'intrigue. Et ce procédé est utilisé 3 fois dans le film, ce qui témoigne au mieux d'une vraie paresse scénaristique, au pire d'un manque de talent. Pourtant, en préparant ma chronique, j'ai pu lire ici et là que le film est un spectacle métaphysique, une vision onirique qui rend l'œuvre complexe et difficilement accessible, une analyse avec laquelle je suis en totale opposition. Car pour moi, ce n'est pas parce qu'une scène est complexe que son propos l'est tout autant. Il se peut aussi que le réalisateur compense la médiocrité du scénario par un montage épileptique et désordonné, afin de perdre le spectateur et de nous faire passer n'importe quelle daube pour une œuvre philosophique. Mais non. Pour moi, L'Exorciste 2 est une histoire simple qui part dans tous les sens, racontée par un homme qui a le talent d'un enfant de 5 ans. Alors je sais ce que vous allez me dire. Oui, John Boorman, un homme sans talent, mais ça ne va pas ou quoi? À ce à quoi je vous demanderai de regarder comment il filme un désenvoûtement. Un plan fixe, facile à réaliser, et pourtant, la caméra change d'axe et les cuts sont visibles même à vitesse réelle. J'ai vraiment l'impression qu'il n'a pas exprimé tout son talent dans ce projet, ce qui est vraiment paradoxal, car son implication sur le film est totale que ce soit en tant que réalisateur, que producteur ou que co-scénariste. Au final, John Boorman lui-même finira par désapprouver son propre film, preuve de sa médiocrité. Mais au-delà de ça, je pense que L'Exorciste 2 est un échec parce que c'est un gros bras d'honneur au matériau de base. Comme je vous l'ai dit en introduction, L'Exorciste est un classique parmi les classiques, un film parfaitement dosé qui développe ses personnages pendant une première partie, créant de l'empathie pour eux, avant de nous plonger peu à peu dans l'horreur alors que Pazuzu prend peu à peu possession de Regan jusqu'à la grande scène finale qui nous achève. L'Exorciste 2 prend totalement son prédécesseur à contre-pied. Jamais il ne prend le temps de développer ses personnages. Ceux issus du premier film n'évoluent pas, si ce n'est Regan qui est devenue une femme, et les nouveaux ne sont que des personnages fonction sans saveur,
Le père Lamont représente la religion, l'irrationnel, en opposition à la psychologue qui représente la science, le rationnel. Une petite pensée pour le père Cara qui n'est même pas mentionné dans le film alors qu'il a juste donné sa vie pour sauver Reagan. De plus, le film nous fait voyager des gratte-ciels new-yorkais aux vastes plaines d'Afrique sous de chauds couchers de soleil, là où le premier nous enferme dans une maison à l'ambiance froide et angoissante à la limite du huis clos. Mais là où l'Exorciste 2 commet sa plus grande erreur, c'est dans sa volonté de donner une origine au démon Pazuzu. Et pas de chance, puisque toute l'intrigue tourne autour de ça. Le réalisateur passe l'entièreté de son film à démystifier le mal qui a possédé Reagan. Là où Pazuzu était une entité démoniaque aux origines inconnues capable de prendre possession du corps d'une enfant, il devient une menace palpable venue d'Éthiopie, symbolisée par l'animal le moins effrayant du monde, la sauterelle. Et non, lui donner des proportions énormes qui remplissent le cadre ne la rend pas plus effrayante. Mais non seulement les origines qui nous sont exposées sont grotesques, mais surtout, cela va à l'encontre des principes instaurés dans le premier film. Oubliez la statuette trouvée par le père Mérine, oubliez les possessions démoniaques, oubliez l'exorciste, Pazuzu n'est que le roi des nuées. Sauf que la peur n'est pas seulement procurée par une ambiance ou, comme c'est la bonne en ce moment dans beaucoup de films, par des jumpscares à tout va. Non, la vraie peur, viscérale, réside aussi dans ce que l'on ne peut connaître, dans ce que l'on ne comprend pas. Trouver les origines de la peur permet de mieux l'appréhender, de mieux la comprendre, pour au final n'y voir aucune menace. C'est pourquoi je pense sincèrement que la seule façon d'avoir peur devant l'Exorciste 2, c'est d'être atteint d'entomophobie sévère, la peur des insectes. Ne me remerciez pas. Bref, le manque d'empathie pour les personnages, les couleurs chaudes, la démystification du danger, autant d'éléments qui prouvent que l'Exorciste 2 n'est pas un film d'horreur. C'est un film d'aventure, bas de gamme, qui nous transporte en Afrique avec un soupçon de fantastique et de mysticisme, rien d'autre. Un choix qui n'a rien d'étonnant lorsque l'on connaît l'aversion qu'éprouve le réalisateur John Boorman à l'encontre du premier film. Un temps approché pour réaliser l'Exorciste, celui-ci refusa, jugeant le script trop malsain. En réalisant l'Exorciste 2, le studio a laissé la possibilité à John Boorman de démontrer son désamour envers le matériau de base, et c'est ce qu'il a fait. Il a analysé le premier film en profondeur afin de concocter une suite diamétralement opposée qui corrige tout ce qu'il détestait ou l'offusquait, et ce, au détriment des fans de la première heure. Bref, vous l'aurez compris, je déteste l'Exorciste 2, je trouve que c'est un très mauvais film fait pour de très mauvaises raisons par un réalisateur qui n'aime pas le matériau de base. Alors oui, le film possède quelques qualités comme une très belle photographie, des musiques composées par Ennio Morricone, rien que ça, qui font plus peur que le film en lui-même, et des partis pris visuellement très audacieux. Mais ça, c'est un minimum venant d'un réal qui a mis James Bond en slip rouge. Cette image va vous hanter à vie. Ses qualités sont bien trop peu nombreuses pour compenser tous ses défauts, et notamment son scénario à l'opposé des fondamentaux construits dans le premier Exorciste. Je n'ai rien contre le fait que les suites veulent s'émanciper de leurs prédécesseurs. Au contraire, je trouve cette démarche courageuse et mériterait d'être plus souvent appliquée. Mais il y a des limites. Des limites que l'Exorciste 2 franchit largement, comme l'avoua John Boorman dans une interview de Bob McCabe pour le livre The Exorcist Out of the Shadows. La faute que j'ai commise a été de ne pas donner au public ce qu'il voulait en termes d'horreur. Et il a raison le bonhomme. À sa sortie, le film fut conspué par le public, parfois avec violence, à tel point que John remonta une nouvelle version une semaine seulement après cette sortie, supprimant au passage 10 minutes du film. La trahison par rapport au premier Exorciste est telle que plus de 40 ans après, William Friedkin a partagé son avis à Joe Dante et Josh Olson dans le podcast The Movies That Made. C'est le pire tas de merde que j'ai jamais vu. C'est une véritable honte. Ce sont les pires 40 minutes de film que j'ai jamais vus. Un avis également partagé par le scénariste William Peter Blatty, qui écrira le livre Légion qu'il considère comme la suite directe de l'Exorciste. Un livre dont il signera l'adaptation en 1990 avec L'Exorciste, la suite. Un volet que je trouve tout aussi décevant même s'il renoue un tout petit peu avec l'horreur. Tout cela m'amène à penser que lorsqu'un film se suffit à lui tout seul, il est très difficile d'en réaliser une suite directe. Et vous aurez beau mettre toutes les paillettes que vous voulez, un casting 5 étoiles, un réalisateur compétent, la merde garde toujours une odeur forte, surtout si vous avez mangé épicé. Tout est clair maintenant, mais pas pour le monde.